La Côte d'Ivoire compte 22 millions de jeunes de moins de 35 ans. Ils représentent 75,6% de la population, ce qui est un défi majeur sur tous les plans économiques et sociaux. Une jeunesse à laquelle il faut pouvoir offrir les meilleures opportunités. Les autorités en sont bien conscientes. Le chef de l'État a d'ailleurs déclaré 2023 comme l'année de la jeunesse, une année où 361 milliards de francs CFA seront mobilisés pour sa formation, son insertion professionnelle, son engagement citoyen et son bien-être. Après des consultations nationales avec les organisations de jeunesse, le gouvernement a élaboré un document dénommé PJGouv, le programme jeunesse du gouvernement dans lequel est consigné un nombre important d'actions et de dispositifs dans tous les domaines de la vie des jeunes pour les soutenir au quotidien et leur permettre de construire leur projet de vie. Et voilà ce qui motive ce numéro de RTI 1 reçoit. Qu'est-ce qui est prévu concrètement pour les jeunes de Côte d'Ivoire en cette année 2023? Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, est avec nous pour nous en parler. Parcourir le document de bout en bout. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Hamza. Merci Yann d'avoir accepté notre invitation tout de suite, j'ai envie de le dire, parce que dès l'adoption du document, le 22 mars dernier, lors du dernier Conseil des ministres, vous avez tout de suite accepté de venir nous en parler. On a donc la primeur de ce document. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. C'est un plaisir donc merci de nous donner la primeur de ce que contient le PJGouv. Avec moi ce soir, Adama Koné, que vous connaissez forcément. Bonsoir, Adama. Bonsoir, Hamza. Cette émission, on la fera en 3 parties. On va d'abord situer le contexte en quelques 15-20 minutes. On va ensuite aborder l'axe formation, insertion, entrepreneuriat. Puis on terminera par les axes engagement citoyen et bien-être des jeunes. Et à la fin de chacune des parties, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous pourrez nous joindre par téléphone pour vos questions ou vos contributions. Et le code QR est aussi disponible. On va donc y aller dès maintenant. On commence avec cet élément vidéo. Je voudrais à présent m'adresser à nos jeunes, filles et garçons, car je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour notre pays. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. Je répète, 2023 sera l'année de la jeunesse. Nous allons renforcer et accélérer notre dispositif d'accompagnement de nos jeunes à travers de nombreuses actions, notamment le renforcement et l'expansion des écoles de la seconde chance pour ceux qui sont sortis trop tôt du système éducatif ou qui souhaitent se réorienter. Deuxièmement, l'amélioration de l'employabilité de notre système de formation professionnelle et universitaire. 3. L'accélération de la construction d'infrastructures sportives et récréatives. 4. Le renforcement de l'encadrement et du financement direct des projets jeunes. 5. Une participation plus accrue des jeunes au marché public de l'État et la mise en place d'un incubateur pour l'innovation et l'entrepreneuriat pour catalyser le génie créatif de nos jeunes et accélérer le développement des startups. Par ailleurs, chers jeunes, nous comptons renforcer notre dispositif de soutien et de financement des PME avec la mise en place d'une dotation spéciale pour garantir les prêts aux PME. En outre, j'ai instruit le gouvernement à l'effet de poursuivre les efforts pour ramener les délais de paiement des factures des PME à moins de 30 jours. Je répète, à moins de 30 jours. Ces efforts devront s'étendre aux sociétés d'État et aux établissements publics nationaux. Je vous invite donc, chers jeunes,
à saisir ces opportunités pour que nous construisions ensemble la Côte d'Ivoire de demain, la vôtre, pour notre bonheur à tous. Monsieur le ministre, voilà 3 mois que le président a fait cette annonce. On n'est plus qu'à 9 mois de la fin de 2023. Qu'est-ce qui a été déjà fait à votre niveau pour matérialiser justement cette annonce du chef de l'État? Écoutez, depuis l'annonce faite par le chef de l'État, le gouvernement sous le leadership du Premier ministre Patrick Kachi s'est mis au travail. Dès le 13 janvier 2023, le Premier ministre a organisé une réunion interministérielle qui a réuni près de 17 ministères, puisque les questions liées à la jeunesse touchent... alors, les questions de jeunesse sont des questions transversales et ça touche beaucoup de secteurs. Et cette réunion interministérielle a permis donc de saisir les orientations très claires données par le chef de l'État et de définir un peu ce qui serait donc le cadre dans lequel le travail devrait se faire pour élaborer un document, un plan d'action avec donc des réformes et des mesures concrètes en faveur donc des jeunes. Après donc cette réunion interministérielle, toujours sur instruction de Monsieur le Premier ministre, nous avons organisé des consultations nationales en faveur donc des jeunes, puisqu'il ne s'agissait pas donc de nous réunir en tant que membres du gouvernement et nos techniciens pour élaborer des documents qui s'adressaient à des jeunes sans que ces jeunes eux-mêmes n'aient leur mot à dire, notamment leur propre perception donc, de leur situation, leurs propositions sur donc, les différents axes que le chef de l'État donc, a donné. Et donc du 30 janvier au 2 février, ces consultations sont faites sur 4 jours et ces consultations ont réuni plus d'une dizaine de ministres dans un dialogue très inclusif, un dialogue franc avec les jeunes, que ce soit les jeunes de la société civile, donc les fêtières, les jeunes du domaine donc de l'entrepreneuriat, les jeunes qui sont donc dans le secteur informel, qui sont donc de l'agriculture, les jeunes politiques, etc. Donc toutes les couches de jeunes ont été consultées, 307 organisations de jeunesse. À l'issue donc de ces consultations, les jeunes eux-mêmes donc, ont fait des propositions. Ces propositions ont été consignées dans un document. Et nous avons eu à la primature une cérémonie de remise officielle de ce document à Monsieur le Premier ministre, document qui reprenait, comme je l'ai dit tantôt, les propositions des jeunes sur les différents axes définis par le chef de l'État. Après cela, il y a eu une autre réunion interministérielle, parce que parallèlement à ça, il y avait un travail, un comité technique a été mis en place par le Premier ministre. Ce comité technique avait déjà commencé à travailler, donc il fallait matcher entre le travail du comité technique et les propositions innovantes qui ont été faites par les jeunes, et ce qui a permis de sortir un document synthèse, document qui a été proposé au chef de l'État le mardi 22 passé, et le mercredi 22 passé au cours du Conseil donc, des ministres, document qui a été validé par le président de la République, qui nous permet aujourd'hui d'avoir le programme jeune du gouvernement 2023-2025, qui va coûter à peu près 1118 milliards de francs CFA et qui va impacter sur la même période près de 1 500 000 jeunes dans notre pays. Le PJGOV a donc été élaboré dans la foulée. Vous avez parlé de 307 organisations et fêtières de jeunesse. On peut supposer aisément qu'elles étaient représentatives de tous les jeunes. Ah bien sûr. Les critères ont été donc définis sur une base très objective. Vous avez les fédérations de jeunesse qui sont affiliées au ministère. Vous avez le Conseil national des jeunes qui est la fêtière des fêtières, avec toutes les autres organisations de jeunesse. Dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le tourisme, dans le transport, au niveau donc sportif, toutes les organisations de jeunesse régulièrement constituées ont été donc consultées. Et je peux même vous dire que les jeunesses des partis politiques, toutes tendances politiques confondues, nous avons eu les jeunes de l'opposition, tous partis politiques confondus, les jeunes proches du parti au pouvoir, des jeunes de la société civile. Donc ça a été quand même un échantillon assez représentatif de ce qu'est la jeunesse dans notre pays. Monsieur le ministre, question directe. Pourquoi 2023 précisément, année de la jeunesse? Une volonté politique, celle d'un homme, le président Alassane Ouattara. Vous savez, depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays, la jeunesse a été au cœur de ses priorités. Dès l'entame donc de sa gestion, lorsqu'on sort d'une crise qui a duré quasiment 10 ans, et que pendant ces 10 ans, aucun investissement donc dans le secteur éducation pratiquement, aucune politique cohérente en faveur donc, de l'insertion des jeunes, avec donc beaucoup de jeunes qui, pendant cette période, se sont retrouvés dans des groupes armés qu'il fallait gérer au lendemain de la sortie de crise. Lorsqu'on regarde le volume donc, de cette jeunesse au sein de la population,
À l'époque, c'était près de 77% de la population qui avait moins de 35 ans. Nous en sommes aujourd'hui à 75% donc, de la population. Dès le départ, donc, la jeunesse est un défi. Et donc, en cohérence avec ce qui est fait depuis qu'il est là, et en dépit des résultats importants obtenus, on pourra en parler tout à l'heure, le chef de l'État a décidé donc, que cette année soit spécialement dédiée donc, à la jeunesse. Parce que ce n'est pas la première fois hein, que l'accent est mis sur la jeunesse. 2016-2020, je veux dire que depuis qu'il est à la tête de ce pays, oui, la jeunesse fait partie donc, des priorités donc, de sa politique. Tout à fait, mais que l'accent soit mis particulièrement. Oui, mais parce que, j'ai dit, en dépit des résultats importants obtenus, l'idée pour lui, c'était donc de dire qu'il fallait amplifier. On ne pouvait pas se satisfaire des résultats importants obtenus. Il fallait amplifier. Donc 2023 marque aussi l'amplification de toutes ces mesures, de toutes ces initiatives, de toutes ces actions en faveur des jeunes. Parce que vous l'avez dit vous-même, hein, on est dans un pays où sur 30 millions d'habitants, vous avez 22 millions de 35 ans. La population active est essentiellement jeune, autour de 14 millions de personnes. Nous avons chaque année entre 300 000 et 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Il faut leur trouver une opportunité. Et cette réalité ivoirienne est en cohérence avec la réalité africaine. Parce que, je peux vous donner quelques statistiques, sur le continent africain, chaque année, c'est près de 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Alors que les emplois formels créés sur le plan africain sont de 3 millions de personnes. Nous avons une population qui est de 1,2 milliard en Afrique. Et selon les projections, d'ici 2050, cette population va doubler. Donc, pour toutes les nations africaines, je peux dire même au niveau mondial, mais surtout africaines, le défi donc, de la jeunesse sera un défi important pour les prochaines années. Madame. Plus de 75% de la population ivoirienne, estimée à 29 millions d'habitants, à moins de 35 ans. Je voudrais qu'on puisse définir quand même la cible que vous visez. Dans la jeunesse et à l'enfance. Qui est jeune en Côte d'Ivoire? Quelle est la cible que vous visez exactement, la tranche d'âge? D'abord, vous devez savoir que vous avez la définition sociologique de la jeunesse. Les sociologues considèrent comme jeune ou jeunesse la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Mais nous avons des mécanismes, donc des règles communautaires établies. L'Union africaine a adopté la charte africaine de la jeunesse et l'Union africaine a considéré qu'elle est jeune toute personne qui a entre 15 et 35 ans. C'est cette définition que vous avez adoptée? Et c'est cette définition, puisque la charte de l'Union africaine a été ratifiée par notre pays, et c'est cette définition qui s'applique. Même si, on en parlera tout à l'heure, dans la mise en œuvre de ce programme, compte tenu des années de crise que nous avons connues, le chef de l'État a souhaité, puisque beaucoup de jeunes ont été négativement impactés par ces crises, et ce n'était pas de leur fait, que pour certains programmes, on puisse tirer jusqu'à 40 ans. Donc, dans la mise en œuvre de certains programmes, pour réparer les injustices dont ont été victimes certains jeunes pendant la décennie de crise, on va jusqu'à 40 ans, mais sinon on est jeunes entre 15 et 35 ans. D'accord. Aujourd'hui, le gouvernement est géniteur d'un programme, le programme Jeunesse 2023-2025, mais on sait aussi qu'il existe un programme, une politique nationale de la jeunesse 2021-2025, et l'année 2023 est décrétée année de la jeunesse. Certains pensent que vous tournez en rond. Est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher vos marques ou bien il y a un lien entre toutes ces politiques? Mais il y a forcément un lien. L'élaboration du document que nous allons vous présenter obéit à une méthodologie. On ne s'est pas levé comme ça pour élaborer un document. Il fallait aller sur des bases. Premièrement, le Premier ministre, donc autour du mois de décembre, a défini les feuilles de route de chacun des membres du gouvernement. Il fallait regarder, en cohérence avec les orientations du chef de l'État, dans chacune des feuilles de route, les actions qui impactaient donc les jeunes. Deuxièmement, le gouvernement lui-même évolue dans un cadre plus cohérent. Nous avons un plan national de développement sur la période. Et ce plan national de développement qui est en cohérence aussi avec la vision, le programme du chef de l'État qui a eu la Côte d'Ivoire solidaire donc, pour la période 2030, fixe des objectifs, des secteurs prioritaires dans lesquels le gouvernement essaie de capter des investissements. Et ce plan national de développement prévoit sur la période 5 millions d'emplois à créer, dont 3 450 000 emplois essentiellement pour les jeunes. Donc le PND, la politique nationale jeune qui a été adoptée par le gouvernement, les feuilles de route
avec les orientations très précises données par le chef de l'État, en plus des propositions des jeunes, ont servi à élaborer le document que nous allons donc vous présenter. Il y a aussi le PS Gouv qui existe, dans lequel la jeunesse est prise en compte. Comment se fait la synchronisation? Oui, mais il s'agit ici... Alors, le PS Gouv va au-delà de la jeunesse. Le PS Gouv touche toutes les populations. Il s'agit de regarder dans toutes ces politiques ou ces programmes tous les éléments qui touchent les jeunes en cohérence avec les orientations du chef de l'État. Et en sortir un document cohérent. Donc aujourd'hui, on a un document cohérent, mais qui est cadré donc, sur la cible dont vous parlez tout à l'heure. D'accord. Le 31 décembre dernier, donc, le président a fait cette déclaration pour dire que 2023 est l'année de la jeunesse, on a bien compris. Tout récemment, il y a eu aussi des déclarations qui ont été faites en face des jeunes. Qu'est-ce qui explique ce regain pour la jeunesse? Est-ce que lorsqu'on regarde aussi à l'horizon, il n'y a pas d'autres, je vais dire, d'autres objectifs qui sont visés auprès de la jeunesse? Écoutez, je ne saurais parler pour les autres. Je ne sais pas quels sont les objectifs des autres. Mais nous sommes aux affaires. Nous gérons un pays, nous gérons un État dans un contexte sous-régional, international que vous connaissez. Lorsque vous avez 75% de la personne qui a moins de 35 ans, lorsque vous avez cette pression sociale, vous avez près de 300 000 à 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Lorsque vous avez 800 000 enfants qui arrivent chaque année au CP1, avec près de 600 à 700 000 enfants qui arrivent au collège. Lorsque vous voyez un peu la désorganisation qui a lieu dans certains États, etc. Si vous ne prenez pas conscience que le principal défi qui se pose à vous, c'est la jeunesse, et qu'il faut en faire une opportunité. Et en faire une opportunité, c'est la mise en place de politiques cohérentes, efficaces en matière de formation et d'insertion professionnelle. Mais cette jeunesse peut être une bombe à retardement qui peut exploser tôt ou tard. Donc c'est la prise de conscience donc de cet enjeu depuis près d'une décennie, qui fait que depuis 10 ans, la jeunesse est au cœur de nos priorités. Il ne s'agit pas d'avoir une approche de manipulation des jeunes. On en parlera tout à l'heure. Combien ils sont, Monsieur le ministre, de jeunes sans emploi en Côte d'Ivoire? Et combien d'emplois vous avez créés, vous, le gouvernement, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, hormis les emplois temporaires? Alors, sur la période 2012-2020, c'est 2 800 000 emplois qui ont été créés. Les emplois formels. Et ces 2 800 000 emplois l'ont été pour 43% dans le secteur de l'agriculture, pour 24% dans le secteur donc, des services, pour 22% dans le commerce et pour à peu près 9% dans le secteur donc, de l'industrie. Sur combien et sur les 2 millions, et sur les 2 millions, je vais reprendre votre question, sur les 2 800 000 emplois, autour de 1 800 000 ont été pour les jeunes. Bien évidemment, ces emplois ont été générés par l'économie ivoirienne à travers donc, tout ce qui a été mis en place comme réformes, initiatives, incitations pour les entreprises, etc. Et ces emplois l'ont été aussi bien donc, au niveau formel qu'au niveau informel. Vous voulez savoir quel est le besoin en termes d'insertion pour les jeunes? Je vous ai dit tantôt que chaque année, depuis plus de 10 ans, c'est 300 à 400 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Et à ceux-là, il faut trouver une opportunité. C'est pour cela qu'en dépit des résultats importants obtenus, aucun régime n'a obtenu ces résultats dans notre pays. Mais lorsqu'on regarde le volume de jeunes qui a traité, on ne peut pas se satisfaire des 2 800 000 emplois créés. Parce que c'est certes important, mais ça reste encore insuffisant au regard des défis qui se posent à nous. D'où donc ces initiatives qui sont en train d'être prises, ces réformes qui sont en train d'être prises par le chef de l'État, par le chef du gouvernement, à l'effet donc d'amplifier nos différentes politiques qui s'adressent aux jeunes. Si vous avez encore une question, sinon on passe à la deuxième partie. Bon, peut-être ça sera une question introductive en même temps, parce que vous avez reçu, vous l'avez dit, 307 organisations qui ont généré 1400 initiatives. À côté, le chef de l'État a défini, comme on l'a entendu tout à l'heure, 5 axes d'intervention. Alors, est-ce que les idées se sont retrouvées à un moment? Est-ce que vous avez été fidèle dans le document que vous avez produit? Est-ce que les jeunes se retrouvent effectivement dans le document qui a été... Mais on verra tout à l'heure, hein, c'est aussi le but de l'exercice. Dans tous les cas, nous sommes tombés d'accord sur la méthodologie. Et donc, il y a 3 axes donc, qui ont été définis. Les jeunes ont intégré donc ces 3 axes, et c'est autour de ces 3 axes, notamment la formation,
l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle des jeunes pour le premier axe, l'éthique citoyenne donc, au niveau donc, des jeunes, le civisme et l'éthique citoyenne au niveau des jeunes, le deuxième axe, et l'épanouissement donc, des jeunes, le troisième axe. Donc c'est autour de ces trois axes qu'il y a eu un consensus entre le gouvernement et les jeunes, et toutes les professions des jeunes sont rentrées donc, dans ces trois axes. Et justement, on va aborder maintenant le premier axe, hein, la formation, l'entrepreneuriat et l'insertion. Nous en arrivons donc au cœur de cette émission, la formation, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons parcouru le document, Monsieur le ministre. Nous allons donc y aller vraiment au cas par cas, formation, insertion professionnelle et promotion de l'entrepreneuriat. Mais avant, on regarde ce reportage. 2023, année dédiée à la force vive de la population ivoirienne. Des réformes et innovations majeures ont été adoptées par le gouvernement en vue de la traduction concrète de cette vision du chef de l'État. Au titre de la formation professionnelle, le gouvernement entend prendre un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du programme national de l'école de la deuxième chance. Il est prévu la construction de 18 centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national pour la période 2023-2025. Initiative saluée par la jeunesse ivoirienne qui entend jouer sa partition dans le développement de la Côte d'Ivoire. Nous, en tant que jeunes, il nous revient de porter la parole des jeunes, de rappeler à chaque fois les aspirations des jeunes, de consulter nos frères à la base pour dire ce qu'ils pensent de ces politiques, pour dire ce qu'ils pensent qu'il faut faire surtout pour améliorer davantage ces politiques pour le meilleur des jeunes ivoiriens. Mais mieux, nous comptons travailler également parce qu'aujourd'hui, le développement de la Côte d'Ivoire ne peut en aucun cas reposer que sur une seule partie prenante, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Il faut que les pouvoirs publics fassent leur part, ce qui est fait en ce moment, mais il faut également que nous, les jeunes, nous travaillons parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de toutes ces actions. Donc nous, Conseil des jeunes de Côte d'Ivoire, nous allons recenser les avis, faire remonter ces avis-là, mais également mobiliser les jeunes à s'intéresser à tous ces programmes qui seront en leur faveur. S'agissant de l'insertion professionnelle, le programme d'appui aux projets jeunes sera mis en œuvre pour améliorer l'employabilité et assurer l'insertion professionnelle sur l'ensemble du territoire national. Au total, 186 953 jeunes avec un montant de plus de 82 milliards de francs CFA. Une enveloppe de 31 milliards de francs CFA vient d'être mise à la disposition de 24 régions pour l'insertion de 68 000 jeunes dans le cadre du PGDEC 3. Montant mobilisé avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous sommes très fiers d'être aux côtés de la Côte d'Ivoire sur un secteur où nous intervenons massivement depuis longtemps. Nous intervenons sur l'ensemble du continuum du secteur de l'éducation de base à l'emploi, en passant par l'apprentissage, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'enseignement supérieur ou la réinsertion des jeunes vulnérables. Nous ciblons tous les jeunes, sans distinction, sur tout le territoire ivoirien. Concernant l'entrepreneuriat, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a décaissé une enveloppe globale d'1 milliard de francs CFA pour le financement des start-up ivoiriens. Merci à Siaka Kone pour ce reportage. Je rappelle que le téléphone est ouvert, il est disponible. Chers téléspectateurs, vous pouvez donc appeler et Régis Kofi est présent et il se fera fort de répondre, de nous transmettre vos questions et à ces questions, le ministre va bien sûr y répondre. Déjà, Monsieur le ministre, pourquoi 3 axes principalement dans ce document ? Parce qu'après réflexion, les préoccupations des jeunes tournent autour de ces 3 axes. Si vous demandez à n'importe quel jeune aujourd'hui dans ce pays quelle est sa première préoccupation, il vous dira qu'il cherche à travailler. Alors que pour travailler, il faut se former. Mais travailler, vous pouvez donc travailler dans une structure, être salarié, mais vous pouvez travailler aussi en entreprenant. Donc c'est vraiment le cœur des préoccupations des jeunes. Et s'ils travaillent déjà, bien entendu. Et puis, bien évidemment, nous avons eu une décennie de crise. Beaucoup ont dénoncé la perte de valeur au niveau des jeunes. Et la question du civisme, de l'éthique sociale, de l'engagement est aujourd'hui au cœur des discussions. Former cet Ivoirien nouveau, cette jeunesse nouvelle. Et bien évidemment, lorsque les jeunes sont formés, lorsque les jeunes travaillent, lorsqu'ils entreprennent, lorsqu'ils bénéficient de formations civiques et citoyennes, il est aussi important que ces jeunes
aient donc des moyens d'épanouissement. Ça peut être au niveau sportif, au niveau culturel, au niveau donc, de loisirs. Donc voilà un peu la logique qui a prévalu donc, à ce plan de travail donc, dans lequel donc, nous avons toutes les propositions qui ont été faites. Allons déjà sur la question de la formation. Sans concerner les secteurs de l'enseignement technique et formation professionnelle, l'enseignement supérieur, également au niveau des bourses d'études et secours financiers dans le secteur éducation-formation. Et puis, il y a bien d'autres secteurs. Il y en a 8 au total. Et dans le secteur enseignement technique et formation professionnelle, le gouvernement envisage de prendre deux décrets, des projets de décrets. Quels sont ces projets de décrets, Monsieur le ministre, et en quoi ils permettront de réformer le parcours justement de la formation professionnelle? La formation professionnelle est au cœur des priorités du gouvernement parce que c'est le préalable pour une politique d'insertion donc efficace. Depuis 2017, le gouvernement a initié une série de réformes. Et ces réformes se poursuivent. Et en cohérence avec ce que le chef de l'État a dit, notamment la question de l'école de la deuxième chance, qui offre une opportunité à tous ces jeunes qui malheureusement n'ont pas eu l'opportunité de faire donc, de grandes études, qui sont en décrochage scolaire, une opportunité alternative de formation avec beaucoup plus de chances d'insertion. Donc il s'agira à travers cette réforme de donner un contenu donc, à cette école de la deuxième chance. Nous entendons par école de la deuxième chance toutes les solutions alternatives de formation offertes à des jeunes. Ce sont des formations de courte durée, ça peut être des formations de reconversion, ça peut être des formations en apprentissage, donc apprendre un métier, etc. C'est aussi des formations dans les centres de services civiques, c'est aussi des formations dans les secteurs, donc sport, culture, dans le domaine digital, économie numérique, etc. Et donc, la première réforme donc, va concerner cela. Ensuite, au niveau donc, de l'enseignement supérieur, vous avez, donc, et ça serait une avancée importante dans notre pays, la réforme de la loi sur l'enseignement supérieur, qui est en discussion depuis des décennies, mais qui aujourd'hui a atteint un niveau de maturité et qui devrait permettre donc, dans les prochaines semaines que cette loi soit adoptée, aussi bien par le gouvernement que par l'Assemblée nationale. Et cela va poser vraiment le jalon de notre vision nouvelle sur l'enseignement supérieur. Et je peux vous dire, en termes de réforme, c'est de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit pris en compte dans les systèmes de formation au niveau de l'enseignement supérieur, puisque beaucoup de personnes posent le problème de l'adéquation entre la formation et l'emploi, mais il s'agit aussi de donner la possibilité donc, à ces étudiants qui ne peuvent pas tous être des salariés d'entreprendre. Ça serait une réforme importante. La réforme du BTS, par exemple, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui ne sont plus pourvoyeurs d'emploi, alors que nous avons des BTS qui forment encore dans ces secteurs. Mon collègue envisage, à travers donc, ces réformes, supprimer le BTS dans certains secteurs qui ne sont pas pourvoyeurs d'emploi et mettre l'accent sur certains secteurs qui sont plus pourvoyeurs d'emploi. D'accord. Vous prévoyez de construire et équiper des établissements techniques professionnels. Oui, bien sûr. Là, c'est 11 milliards qui seront investis et jusqu'à 51 milliards cette année, rien que pour réhabiliter. Mais je peux être plus précis. 18 établissements de formation professionnelle et 16 établissements de formation professionnelle seront construits ou réhabilités. Ça, c'est inédit. D'ailleurs, nous étions avec M. le Premier ministre à Boutro et à Diabo pour donc, les poses de première pierre dans les centres de formation professionnelle, pour certains dans le secteur même agricole, etc. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une carte scolaire qui permet donc, dans toutes les régions de notre pays d'avoir des centres de formation professionnelle qui soient en cohérence avec les besoins de l'économie, d'abord des régions et ensuite donc, du pays. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans ces centres d'apprentissage? Ils vont apprendre des métiers qui sont en cohérence avec notre orientation économique. Nous sommes un pays essentiellement agricole. Et tout le monde s'accorde à dire que le potentiel dans le secteur agricole reste encore énorme. Donc, dans les centres de formation professionnelle, ils apprendront donc l'agriculture. Le secteur des ressources halieutiques est aussi un secteur important. Le digital aujourd'hui, on en parlera, est un secteur extrêmement donc, important. Dans les centres donc, de formation professionnelle, il y a le secteur des BTP. Il y a le tourisme. Vous savez que la Côte d'Ivoire est en plein essor donc, dans le domaine du tourisme. Je peux vous rappeler qu'avant 2010, à l'aéroport d'Abidjan, c'était 600 000 passagers avant que le président Ouattara n'arrive. Mais en 2017, nous étions à plus de 2 millions de passagers. Pour dire que la Côte d'Ivoire est de plus en plus attractive et le secteur donc, du tourisme offre une opportunité donc, à cette jeunesse. Et tous les hôtels aujourd'hui qui sont en train d'être construits et à Abidjan et à l'intérieur du pays, et tous les métiers qui vont avec. Donc, nous avons des centres de formation professionnelle
qui sont orientés vers le besoin de notre économie. D'ailleurs, je peux vous dire qu'en termes de réformes, il y a eu 13 branches de formation professionnelle. Branches de formation professionnelle, en fait, c'est les secteurs de notre économie où on pense qu'il y a un potentiel. Donc, il y a 13 secteurs de notre économie définis et c'est autour de ces 13 secteurs que les curricula de formation donc, des jeunes sont élaborés pour qu'on n'ait plus jamais de jeunes, comme ça se faisait par le passé, qui sont dans des centres de formation professionnelle, qui se forment sur des véhicules de type, avec des moteurs de type R4, alors que nous avons des véhicules donc, de dernière génération. Tout ça a été complètement changé et en train d'être changé par le président Alassane Ouattara depuis qu'il est à la tête de ce pays. D'accord, monsieur le ministre, je vous prends au mot. Vous avez des formations en agriculture, en élevage, en commerce, en tourisme, en transport, qui relèvent d'autres départements. Finalement, quand on sait que souvent des chevauchements entre activités ou compétences de ministère freinent des projets, qui a le leader sur ces différentes formations? Est-ce que vous êtes un ministère sous-traitant ou bien comment est-ce que se fait la coordination? Le leader, c'est le Premier ministre. Dans le cas du PGGouv, le Premier ministre a pris un arrêté pour créer donc, un comité interministériel jeune qu'il préside avec tous les ministères sectoriels, formation, insertion, emploi, secteur touriste, transport, agriculture, etc. Nous avons un comité technique présidé par le directeur de cabinet du Premier ministre qui est vice-présidé par mon directeur de cabinet et un secrétariat technique. Donc nous avons un cadre de coordination de l'ensemble de nos interventions. Parce qu'il s'agissait aussi de mettre de la cohérence dans l'intervention du gouvernement. On se complète, on est complémentaires et on est solidaires. Nous travaillons ensemble. Je peux même vous dire que dès notre nomination à nos postes respectifs, c'est-à-dire pour moi à l'insertion professionnelle et mon collègue Kofi, donc au niveau de la fonction professionnelle, nous avons tous mis en place un cadre de travail entre les deux cabinets ministériels. Et l'idée, c'est qu'une fois par mois, les deux directeurs de cabinet, avec nos équipes opérationnelles, se retrouvent et travaillent. Et tous les trimestres, les deux ministres co-président dans des réunions, justement parce que nous avons besoin de cohérence. Et c'est cette cohérence dans l'intervention du gouvernement pour l'insertion des jeunes qui est renforcée donc, dans le PGGouv. Je voudrais insister sur l'école de la deuxième chance parce que beaucoup de jeunes attendent beaucoup de ce projet. C'est même peut-être une dernière chance pour ces jeunes-là. Alors, quelles sont les chances de succès de cette initiative? Mais on a déjà commencé. Vous savez que nous avons lancé des programmes dans le domaine de la grande distribution. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, avec le Premier ministre, on a été à l'Académie de la mer où près d'1 millier de jeunes ont subi une formation dans différents métiers liés donc, à la mer. Et ces jeunes, après 2 mois, près de 40%, un peu plus de 40% de ces jeunes ont été insérés. Et l'idée pour nous, c'est que les 6 prochains mois, 100% de ces jeunes soient insérés. Vous avez des jeunes qui ont été formés dans les centres de formation professionnelle, des centres de services civiques. On en parlera tout à l'heure. Et nous avons souvent des taux d'insertion qui partent donc de 70% à 100% pour des jeunes qui passent dans ces centres. Nous avons des programmes de reconversion pour donner des chances à des jeunes qui ont eu peut-être une formation de base, mais qui ne réussissent pas et qui ont besoin d'avoir une autre formation pour s'insérer, etc. Donc nous sommes en train de tout mettre en œuvre, justement, pour que plus jamais un jeune dans notre pays soit condamné du fait, d'abord, de pesanteur sociale, parce que beaucoup de jeunes, malheureusement, sont en situation d'abandon scolaire, pas de leur fait, souvent donc de l'environnement dans lequel ils évoluent, et que ces jeunes n'aient pas la possibilité de se rattraper et d'évoluer. Donc, le concept de l'école de la deuxième chance, c'est de dire que rien n'est perdu. Dans la vie, rien n'est perdu, et vous aurez toujours donc une opportunité donc, de vous insérer. Alors, la seconde chance, ça ne veut pas dire que s'ils ont échoué une fois et qu'on leur donne une alternative et qu'ils échouent, c'est fini. La seconde chance, ça veut dire que c'est la possibilité qu'ils leur ont offerte chaque fois de s'adapter, de se relancer, parce que le gouvernement, de se reconvertir, parce que le gouvernement leur offre un panier de possibilités pour, en tout cas, ceux qui veulent donc avoir l'opportunité de se relancer. Et justement, vous faites du secteur privé un partenaire privilégié. Dans le document, c'est dit. Malheureusement, je n'ai vu aucune trace de consultation du secteur privé avant l'élaboration de ce PGGouv. Alors, vous devez savoir que le gouvernement a consulté le secteur privé à l'occasion du séminaire gouvernemental qui a été présidé par le Premier ministre à Yamoussoukro au mois de décembre. C'était bien avant la déclaration du chef d'État. Oui, mais bien évidemment, au cours donc, de ces discussions, le secteur privé a fait beaucoup de propositions. Et ces propositions sont en cohérence avec les orientations données par le chef de l'État.
Et donc, ces propositions qui ont été faites par le secteur privé au mois de décembre et qui cadrent avec l'orientation que nous voulons donner aujourd'hui à la politique de jeunesse, ces propositions ont été prises en compte. D'ailleurs, le secteur privé est le moteur donc, de la croissance et le moteur donc, même de la croissance en termes de création d'emplois dans notre pays. Et donc, le secteur privé figure en bonne place. Donc, et d'ailleurs, nous comptons sur le secteur privé. J'espère qu'on aura l'occasion de détailler parce que la mise en stage des jeunes, c'est dans les entreprises privées. L'emploi salarié pour des jeunes, ce n'est pas l'administration publique, c'est au niveau du secteur privé. Lorsqu'on forme des jeunes au niveau de la formation professionnelle, c'est justement pour que ces jeunes soient formés dans des secteurs qui correspondent aux besoins du secteur privé. Donc le secteur privé est le partenaire privilégié du gouvernement ivoirien. Qu'est-ce que c'est que la VAE, la validation des acquis de l'expérience? La validation des acquis d'expérience, c'est la possibilité qui est donnée à des jeunes, et c'est une réforme majeure, qui peut-être n'ont pas eu l'opportunité de faire de longues études, mais qui ont une grande expérience dans des métiers. Vous prenez par exemple un jeune qui travaille dans la mécanique, il n'est pas ingénieur, mais quelqu'un qui a fait 10 ans, 15 ans dans le secteur de la mécanique, etc., on considère, et c'est un peu partout, qu'il a acquis suffisamment d'expérience pour faire une équivalence au niveau de notre système scolaire, qui le met à un niveau qui lui permet donc d'être au même niveau, si vous voulez, que quelqu'un qui peut-être a eu un diplôme de licence, de maîtrise, etc., parce que dans la pratique, il a appris. Et donc, c'est cette passerelle, en termes de réforme, que nous voulons donner donc à tous ces jeunes qui peuvent justifier d'une grande expérience dans des secteurs d'activité et qui, malheureusement, n'ont pas eu des bac plus 5, des bac plus 10, mais qui n'en demeurent pas moins compétents parce qu'ils ont appris de façon pratique. Et dans ce cadre-là, il y a 4000 apprentis qui seront formés et puis équipés en kit d'installation. Ça va coûter à l'État 4 milliards de francs CFA. Mais je vais même plus loin, c'est-à-dire que sur le volet formation pour l'année 2023, c'est 138 000 jeunes qui vont bénéficier de différents programmes de formation, apprentissage, formation de reconversion, etc. D'accord. Ils sont 145 milliards que vous allez mobiliser cette année pour les boursiers du secteur éducation-formation. Comment ça va se passer concrètement? Et on parle de combien de jeunes là? La volonté du gouvernement pour la période 2023-2025, c'est d'apporter un concours financier, un secours financier à près de 300 000 jeunes. Pour cette année 2023, ce sera 100 000 jeunes qui vont bénéficier de bourses scolaires ou de secours financiers. Et donc, cette initiative vise vraiment à les aider dans leur formation, dans leur parcours scolaire. Et le digital est au cœur de ces formations également. 84 000 jeunes. Oui, l'idée c'est et vous savez, le chef de l'État a donné cette orientation. L'économie numérique et le digital est aujourd'hui au cœur des priorités. D'ailleurs, certains pensent que beaucoup de métiers que nous avons aujourd'hui vont disparaître dans les prochaines années et que le secteur du digital offre une opportunité immense pour des jeunes pour apprendre les métiers nouveaux d'avenir, etc. Et nous ne devons pas rester en reste. Donc l'idée, c'est donc de mettre en place des programmes de formation en lien avec le ministère de l'économie numérique. Et ce programme va s'adresser à près de 84 000 jeunes dans notre pays. Cela n'a rien à voir avec les incubateurs qui se mettront en place. Cela n'a rien à voir avec, on en parlera avec les financements pour les start-up qui sont dans le domaine de l'innovation. Mais l'idée, c'est que cette année, 84 000 de nos jeunes soient formés sur les questions liées au digital. Sur la période 2023-2024, Adama, nous allons prendre quelques questions des téléspectateurs. Le code QR, il y a Ghislain Coléa, ici en Côte d'Ivoire, qui dit « Bonsoir, Monsieur le ministre, je veux savoir les critères pour être pris en compte par le cabinet de l'emploi jeune, parce que moi, ça fait près de 4 ans que je postule pour des emplois sur le site, mais pas de suite. Je veux juste savoir s'il y a des critères. » Et il y a Vali Konaté aussi qui dit quelle est la procédure à suivre pour une petite entreprise pour bénéficier du programme. Mireille Ballot, sa question à elle, c'est à quand l'opération Agir 4? Et puis, il y a Benson qui dit, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous prévoyez pour les jeunes qui sont allés à l'école et se retrouvent dans les rues? Entre parenthèses, les enfants en conflit avec la loi. Alors, je vais répondre tout de suite. La structure publique qui aide à l'insertion des jeunes, c'est l'Agence Emploi Jeunes.
L'agence Emploi Jeune est l'interface entre le monde des entreprises et les jeunes. C'est-à-dire que les entreprises expriment des besoins en termes de main-d'œuvre. Ces offres d'emploi sont envoyées à l'agence Emploi Jeune qui publie. Et vous verrez que toutes les semaines, l'agence Emploi Jeune publie les offres d'emploi. Nous avons entre 500 et 1000 offres d'emploi publiées toutes les semaines. Les jeunes qui s'inscrivent donc sur le site de l'agence Emploi Jeune sont profilés par les conseillers en insertion professionnelle, mais après, il y a une mise en relation directe. Ce n'est pas l'agence Emploi Jeune qui recrute. L'agence Emploi Jeune profile, s'assure que le jeune remplit un minimum de conditions et met directement le jeune en lien direct avec l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui fait donc l'entretien et en fonction de l'aptitude donc des jeunes, en rapport avec ses besoins, décide donc d'embaucher les jeunes, de l'embaucher ou de ne pas l'embaucher. Et nous avons beaucoup de jeunes qui ont eu l'opportunité donc d'une insertion après donc des entretiens avec des entreprises. Donc ce que je peux lui dire, c'est de continuer à postuler, donc de continuer de ne pas se décourager, toutes les semaines de regarder les offres d'emploi, etc. Ce que l'agence Emploi Jeune peut faire, c'est de renforcer ses capacités. Parce que très souvent, des jeunes ont des difficultés par rapport à l'emploi parce qu'ils n'arrivent même pas à faire un CV. Ils n'arrivent même pas à avoir les bonnes aptitudes lors des entretiens d'embauche. Donc, le rôle de l'agence Emploi Jeune, en lien avec ses partenaires, justement, c'est d'aider au renforcement des capacités de ces jeunes, à leur apprendre à faire un CV, et quelle est l'attitude à avoir lorsqu'on a un entretien d'embauche, etc. Après, chacun va saisir sa chance, parce que chaque entreprise essaie donc de prendre les meilleurs pour les entreprises. D'accord, c'est entendu. La question suivante. Ensuite, à quand agir 4 alors, on rentre dans le volet donc entrepreneuriat. Effectivement, le programme Agir, c'est un programme avec des financements qui partent donc de 100 000 à 1 million de francs CFA. Et pour tous ces primo-entrepreneurs, etc. Le gouvernement a décidé donc de lancer, donc à partir du 17, de lundi 17, les guichets de financement seront ouverts. C'est 16 000 jeunes qui seront traités dès le 17 avril sur l'ensemble du territoire national, qui auront des financements qui oscilleront entre 100 000 francs CFA et 1 million de francs CFA. Donc, c'est ce que je peux lui dire. Je sais qu'il y a certains qui avaient postulé dans le cadre d'Agir 3, qui estiment qu'ils ont postulé, ils ont été formés, ils n'ont pas eu de financement. Alors, je voulais juste rappeler qu'il y a eu 30 000 personnes qui ont été formées. Et sur les 30 000 personnes qui ont été formées, il y a près de 9 000 personnes qui ont reçu un financement. Donc, nous avons aujourd'hui l'opportunité, puisqu'on passe à 16 000, tous ceux qui ont été formés dans le cadre de ce programme, qui malheureusement n'ont pas pu avoir de financement, peuvent dès le 17 avril repostuler comme tous les autres jeunes et les guichets seront ouverts sur l'ensemble du territoire national, aussi bien en commune qu'en sous-préfecture. Je crois qu'on a même des spectateurs ici dans le studio qui ont bénéficié de certains projets structurants. Est-ce que Nguessan Bella Arthur est dans la salle? S'il est dans la salle, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Oui, allez-y. Bonjour, je suis Arthur Bella Nguessan. Je suis gérant de ABN Group, qui est une entreprise de communication visuelle dont l'activité principale est de la production de tenues professionnelles. En effet, lors de la triste crise Covid que nous avons connue, le gouvernement a mis un programme en place de lutte contre la Covid, donc des projets de riposte contre cette maladie. Donc il était question dans certaines entreprises de présenter des projets. C'est ainsi que j'ai présenté un projet de confection de bavettes qui a été accompagné justement par l'AEJ. Et c'est 5 600 000 francs dont j'ai bénéficié, qui par la suite m'ont permis en fait de stabiliser, sinon d'augmenter ma capacité de production. Voilà. Pendant la crise Covid, il faut dire que c'était vraiment une période assez sensible où on ne sortait pas et tout. J'ai pu, on va dire, mobiliser 25 jeunes avec lesquels on travaillait, on va dire, 3 x 8. Et voilà, on a essayé de faire tourner. Pour le grand bonheur de la population, on a pu offrir autour de 16 500 bavettes gratuites. Et par la suite, les bénéficiaires m'ont sollicité pour pouvoir confectionner des tenues professionnelles. Donc, je pars de bavettes. Initialement, c'était une entreprise qui était conçue pour faire des tenues prêtes à porter. Et vu qu'il n'y avait pas de marché, on a essayé de s'occuper avec les cachenets. Par la suite, on a eu le financement. On a rendu service à la population. Et cette population nous a donné en fait, on va dire, un retour assez positif dans la mesure où on s'est retrouvé en train de confectionner des tenues professionnelles. Et par la suite, voilà, nous avons pu stabiliser des emplois.
Nous avons aujourd'hui, non seulement il y avait des bénévoles qui étaient là, qui nous aidaient pendant la crise. Aujourd'hui, on a en permanence, on a 15 personnes que nous payons. Et il faut dire que toujours dans l'évolution des choses, le prêt de 5,6 millions a été, on va dire, à 90% remboursé. Et ça m'a permis en fait d'avoir de bonnes relations avec les gérants de cette plateforme qui, par la suite, m'ont dit si j'avais encore un autre besoin, vu que j'étais solvable, que je pouvais soumettre. Donc là, je suis passé de 5,6 millions à un projet structurant qui autour de 35 millions d'investissement, qui me donne droit aujourd'hui à, on va dire, un renforcement plus important, surtout sur un projet que je lance en rapport justement avec la CAN. Merci. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Nguessan Bella Arthur, on va l'applaudir, non? On va l'applaudir. Et à côté de Bella Arthur, il y a Zamblébi Rié. Zamblébi Valérie, il est à côté. Oui, dites-nous, vous avez bénéficié d'un financement également. Oui, bonsoir à tous. Voilà. Bon, en fait, moi, effectivement, j'ai bénéficié vraiment de l'aide de l'État. Voilà, parce qu'il faut dire, en 2020, je crois, par rapport à la crise Covid, j'avais vraiment eu un gros problème au niveau de mon entreprise. Parce que moi, je suis dans le domaine de la vente de matériel de construction, les carreaux et les sanitaires et autres. Donc, vraiment, j'avais voulu fermer parce que c'était difficile. Et au départ, il faut dire que je croyais, comme certains jeunes au départ, je ne croyais pas trop au projet emploi jeune. Et vous avez essayé? J'ai essayé un jour. Et on vous a... Sans même... Au fait, ça a été tellement rapide. Sans attendre de résultats, voilà. Sans vraiment le croire. Voilà. Et vous avez reçu combien? J'ai reçu 33 300 000 francs. Remboursé déjà? Bon, à près de 80%. 80%. Voilà. Et l'entreprise se porte bien? Non, super bien. Et grâce même à ce problème, j'ai été invité à Dubaï. Et là-bas, par la grâce de Dieu, j'ai reçu un prix aussi là-bas par rapport à tout ça. Donc vraiment, j'ai voulu profiter de ce micro vraiment pour remercier son Excellence. Le ministère, le gouvernement. Voilà, le gouvernement, le président de la République et principalement M. Touré. Monsieur le ministre Touré. Voilà, Zamblébi Valérie, donc merci à vous. Et à côté de vous, Bolouye Maxime. Bolouye Maxime, est-ce qu'il est présent? Oui, allez-y. Bonjour, monsieur, c'est Ba Maxime. D'accord, Bolouye Maxime. Voilà. J'ai bénéficié d'un appui de AJ2. Combien de francs? D'un montant de 800 000 francs. Un montant de 800 000 francs, ce qui m'a permis de renforcer mes activités. Moi, je suis dans le domaine de pressing. Voilà, je fais le pressing et j'ai une salle de jeu. Donc, ce qui m'a permis vraiment de renforcer mes activités. Et aujourd'hui, ça m'a permis d'acheter 5 terrains à l'intérieur et j'ai pu construire une maison grâce à l'homme. Félicitations. Et vous avez commencé le remboursement? J'ai fini le remboursement. Ah, vous avez J'ai terminé le remboursement, oui, oui. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements encore pour lui. Bolouye Maxime. D'accord, monsieur le ministre. Je me réjouis donc de ces exemples. Et pour cette année 2023, c'est 150 000 jeunes comme ceux-là qui bénéficieront des différentes plateformes de financement. Je vous ai parlé tout à l'heure des AGR qui partent de 100 000 à 1 million, mais le gouvernement a mis en place un instrument qu'on appelle le GUD, le guichet unique des entreprises. Et ce guichet est en son sein 2 autres instruments, puisque c'est une sorte de holding, avec deux structures. Et Côte d'Ivoire PME qui va donc accompagner tous ces entrepreneurs donc, au niveau donc, de leur formation, du renforcement de leurs capacités, etc. Et nous avons un fonds de garantie tel que voulu par le chef de l'État, un fonds de garantie qui permettra donc à ces jeunes entrepreneurs d'accéder plus facilement donc, à des prêts. Et donc je tiens vraiment à le préciser. Et vous avez vu dans le reportage tout à l'heure qu'avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement et la Banque mondiale, nous avons signé, sous la présidence du Premier ministre, une convention entre le gouvernement ivoirien et les collectivités territoriales, notamment les régions,
c'est pour le PGDEC, donc le bras de la Banque mondiale, 31 milliards de francs CFA pour 24 régions, mais avec un complément de financement qui viendra donc de l'AFD pour toucher les 31 régions. Et on sera entre 44 et 46 milliards de francs CFA. Et ça, c'est pour m'adresser aussi à des jeunes en milieu rural. Parce que très souvent, l'une des reproches, c'est de dire que beaucoup de ces initiatives le sont seulement en milieu urbain. Là, en nous appuyant donc sur les régions dans le cadre de la maîtrise d'ouvrages délégués, ces régions pourront mettre en œuvre le programme d'entrepreneuriat en milieu rural pour que justement les jeunes qui sont au fin fond de notre pays puissent aussi bénéficier de financement pour les différentes activités. Donc 150 000 jeunes cette année vont bénéficier donc de financements divers. Monsieur le ministre, insertion professionnelle des jeunes, état des lieux. Le président, l'ancien président, Laurent Gbagbo, dit qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de jeunes qui dorment encore dans les salons. Honnêtement, je ne voudrais pas ici répondre au président Laurent Gbagbo. Je ne voudrais pas ici parler au président Laurent Gbagbo. Je veux parler à la jeunesse de notre pays. Je suis aujourd'hui émissaire du gouvernement. Et le gouvernement n'agit pas en fonction de Laurent Gbagbo ou de son parti. Le gouvernement agit selon ses priorités, selon un programme. Et il reviendra aux Ivoiriens d'apprécier. Tout le monde sait ce qu'a été la Côte d'Ivoire entre 2000 et 2010. Et tout le monde sait ce qu'est la Côte d'Ivoire à partir de 2010. Maintenant, vous savez, sa position, vous savez qu'il peut savoir ce qu'il est en train de dire. Oui, mais bon, écoutez, c'est la politique politicienne. Mais nous estimons, nous, qu'il y a des sujets qui sont tellement sérieux qu'il faut éviter d'en faire donc, des sujets de politique politicienne. Je vous donne quelques éléments. Avant 2010, on n'avait que 147 bus dans notre pays pour 3000 employés. Et pour certains qui avaient jusqu'à 6 mois d'aéré de paiement de leur salaire. Le président Ouattara arrive aux affaires. Aujourd'hui, on a plus d'1 millier donc, de bus pour 6 000 employés. Quand vous prenez aujourd'hui la zone aéroportuaire, avec toutes les activités économiques à l'aéroport, avec Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire qui a été mis sur pied, etc., nous avons aujourd'hui près de 2000 employés. Mais la zone industrielle, à la sortie d'Abidjan pour ceux qui voyagent, PK24, mais cette zone industrielle n'existait pas en 2000 et 2010. Cette zone industrielle a été créée sous la mandature du président Ouattara. Près de 5000 emplois projetés dans cette zone industrielle. Quand vous prenez tous ces chantiers sur l'ensemble du territoire national, les routes, les infrastructures, mais ce n'est pas des robots qui le font, ce sont des jeunes Ivoiriens. Donc venir nier l'évidence, écoutez, chacun, je ne veux pas politiser ce débat. Vraiment, ce soir, on veut s'adresser à cette jeunesse ivoirienne, leur dire que tout n'est certes pas parfait, mais la dynamique qui a été amorcée depuis 10 ans, qui est une dynamique positive, cette dynamique-là sera amplifiée les années à venir. Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre les propositions quand elles sont bonnes et même si elles viennent de l'opposition? Ils proposent par exemple une banque de l'emploi. Non, écoutez, les jeunes du PPACI, et ils peuvent témoigner, ont participé aux consultations. Et ces jeunes, comme l'ensemble des jeunes qui sont ici, ont fait des propositions. Je ne veux pas singulariser un parti. Les propositions qui ont été remises au chef de l'État, ce sont les propositions de l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. Pour une fois, ne politisons pas tout. Et d'ailleurs, ces jeunes nous envoient des messages. Notre culture politique ne les intéresse pas. Qu'on soit du RHDP, du PDCI, du PPACI, etc., ce qu'ils attendent de nous, c'est notre capacité à apporter des réponses concrètes, rapides à leurs préoccupations. Donc je ne souhaite pas aujourd'hui répondre à des hommes politiques. Et parmi les réponses que vous voulez apporter, vous prévoyez de construire, je crois, 16 ou 18 établissements d'enseignement technique, 18 établissements. Oui, parce que... ça rentre dans le cadre de l'Académie des talents, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce que le chef de l'État estime aujourd'hui, et en lien avec les expériences ailleurs, vous prenez les pays dans le monde où il y a le moins de chômage. Vous prenez l'Allemagne, la Suisse, etc. Ce sont des pays qui ont développé leur système de formation professionnelle. 2 tiers des enfants en Suisse, après le CM2, vont dans un système de formation professionnelle. Nous avons un système trop généraliste, avec donc des études qui durent sur le temps et qui ne garantissent même pas aux enfants, après toutes ces années, la possibilité d'être insérés. Donc l'idée, c'est d'inverser la tendance progressivement. Avoir de moins en moins d'établissements d'enseignement général et avoir donc des établissements
pour un enseignement professionnel et technique. Justement, il n'y a que 5% de la population scolaire qui s'oriente vers le technique. Quel est le discours que vous leur tenez pour que cette tendance soit effectivement inversée? D'abord, le constat est que dans notre pays, on l'a hérité, je peux le dire, de la France. Généralement, ce sont les exclus du système ou en griffe ceux qui sont considérés comme les plus en difficulté qui vont dans les systèmes d'enseignement technique et formation professionnelle. Malheureusement, beaucoup de parents n'acceptent même pas que les enfants aillent apprendre des métiers. Parce que tout le monde voit ses enfants docteurs, avocats, pharmaciens, etc. Magistrats. Au ministre. L'un des défis de ce programme, c'est l'inversion des mentalités des jeunes. Vous avez écouté le discours du chef du gouvernement. Dire aux jeunes qu'il n'y a pas de métier qui ne soit pas noble. Et pour ce faire, d'abord, il faut relever le niveau du plateau technique de notre dispositif de formation professionnelle. Donc ça, ce sont des investissements massifs que le gouvernement est en train de faire à travers la construction de centres de formation professionnelle avec un plateau technique des plus performants. Ensuite, avoir des contenus de formation qui leur permettent d'avoir un emploi. Lorsqu'on aura réussi à faire ça et que des jeunes peuvent aller dans les centres de formation professionnelle, bien se former, avoir donc des métiers qui leur permettent de se prendre en charge, vous allez voir que les mentalités vont changer. Moi, je sais par exemple que pour le lycée Mohamed VI, donc de Yopougon, qui forme dans le domaine du tourisme, l'hôtellerie et dans le domaine du BTP, etc., beaucoup de jeunes sont sortis de cette école, travaillent dans des établissements hôteliers aujourd'hui, ont des niveaux de salaire que des cadres de l'administration centrale n'en ont pas. Et c'est ce discours de vérité que nous devons dire aux jeunes. Et ça, on est tous responsables. Parce qu'on est resté élitiste dans ce pays. Vous n'en faites pas suffisamment la promotion. Non, mais justement, l'un des axes forts de ce programme, c'est justement faire la promotion de tous ces métiers, dits petits métiers ou non valorisants, pour qu'il y ait un changement de mentalité. Parce que je dis, on est tous responsables. Pendant des décennies, on a eu des discours élitistes dans ce pays, en faisant croire que si on n'est pas médecin, avocat, docteur, etc., on n'aura pas réussi dans sa vie. Mais on va plus loin dans les réformes. Parce que même si un jeune va faire la mécanique auto, un jeune fait la boulangerie, etc., vous verrez dans le document donc, du PGGouv que dans les réformes, on peut avoir une passerelle pour que le jeune qui a eu son BT mécanique, qui a son garage, qui travaille, etc., mais si demain il a envie de continuer ses études de droit ou il a envie de faire des études, qu'il puisse avoir les passerelles nécessaires pour poursuivre donc, ses études. Donc c'est aussi une réforme importante qui sera mise en œuvre cette année au profit donc, de la jeunesse. Je constate qu'il y a à peu près 130 milliards qui sont prévus pour la construction de ces établissements, dont 52,3 milliards pour cette année. Ce montant va servir à faire quoi exactement sur les 16 établissements ou 18 ans? Construire, réhabiliter, équiper et renforcer la capacité donc, du personnel enseignant. Ils seront 11 000, les jeunes que vous envisagez d'insérer dans le secteur du tourisme, dans les secteurs de BTP, du commerce, du sport et du transport. Ce sera près de 90 000 emplois qui seront offerts aux jeunes. Les programmes de mise en stage, justement, et le recrutement de dizaines de milliers de fonctionnaires sont aussi annoncés. Comment vous l'expliquez? Oui. 52 000 fonctionnaires vont être... Oui, que ce soit au niveau de la fonction publique, que ce soit au niveau de la police, etc. Je vous ai dit qu'il y a une contribution de tous les ministères sectoriels. Donc le plan de recrutement de la police, je crois que près de 16 000 personnes seront recrutées donc, sur la période. 16 500. Au niveau donc, de la fonction publique, selon les projections de ce département, le nombre de fonctionnaires qui seront recrutés, c'est essentiellement donc, des jeunes, même si nous disons que l'administration ne peut pas être absorbé. Le plus grand pourvoyeur d'emploi. Bon, mais on va recruter quand même des jeunes. Il y aura des enseignants qui seront recrutés, mais il ne faut pas regarder vers ce secteur seulement. Donc le gros lot de ces jeunes le seront donc dans des secteurs. Vous avez parlé donc du transport. Je peux vous dire par exemple que pour le métro d'Abidjan qui est en train donc de se faire, c'est près d'1 millier d'emplois qui seront créés. C'est des cadres d'un certain niveau qui seront formés sur le projet, qui vont gérer ce projet. Et quand vous prenez aujourd'hui les infrastructures sportives, puisque la Côte d'Ivoire organise donc la CAN, près de 500 milliards de francs CFA investis dans les infrastructures sportives, mais il y a l'entretien donc de cette infrastructure sportive. Donc nous anticipons déjà sur tous les métiers liés au sport. Des jeunes qui vont aider
à entretenir les stades, etc. 10 000 jeunes seront recrutés pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Oui, pour la Coupe d'Afrique, je pense qu'on en parlera dans ce second point, mais je peux en parler. Le mardi prochain, nous lançons le recrutement de 10 000 jeunes volontaires qui vont aider la COCAN donc, à l'organisation donc, de la prochaine Coupe d'Afrique. 10 000 jeunes Ivoiriens auront l'opportunité de... Et la question de Broem, justement, c'est quel sera le rôle de ce jeune-là qui sera recruté pour la Coupe d'Afrique des Nations, les 10 000 volontaires? C'est les jeunes volontaires d'abord qui seront payés. Ils vont recevoir donc un pécule. Ces jeunes vont aider dans les différentes commissions, donc au niveau de la COCAN, commission santé, commission hébergement, etc. Ces jeunes vont aider dans les fan zones, ces jeunes vont aider à l'accueil, etc. Donc c'est vraiment 10 000 volontaires qui vont aider à la bonne organisation de cette CAN et à l'accueil de tous nos invités qui viendront par milliers en Côte d'Ivoire. Dans 2 minutes, Monsieur le ministre, on va prendre les questions des téléspectateurs, mais avant, dites-nous, au niveau de l'entrepreneuriat, quelles sont les réformes? Écoutez, je vous ai parlé du GUD, donc, qui est un instrument important que le gouvernement mettra en place pour appuyer les PME. Parce que nous pensons que notre économie va aussi se structurer autour des PME, parce que l'expérience l'a montré ailleurs. Plus nous avons des PME dynamiques, plus notre économie donc, va aussi avancer. Le chef de l'État a souhaité que les PME puissent accéder plus facilement à la commande publique. Je peux vous dire que le Code du marché public aujourd'hui prévoit un minimum de 30% donc, de sous-traitance des marchés en général donc pour les PME. Nous sommes autour aujourd'hui de 50% des marchés. Et ça, il faut que ce soit sûr, que nos compatriotes sachent qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, près de 50% donc, des marchés publics sont sous-traités donc, par des PME au niveau national. Maintenant, il faut faire en sorte que, sur orientation du chef de l'État, que les PME jeunes puissent accéder donc, au marché public. Donc la réforme aussi vise à faire en sorte que des jeunes promoteurs de PME puissent accéder... Puissent avoir accès à la commande. À la commande publique. D'accord. Et ça, c'est donc le premier élément. Ensuite, nous avons d'autres guichets de financement. Au niveau agricole, avec mon collègue Adjoumani, il y a des guichets donc, de financement pour des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine agricole. Nous-mêmes, nous avons nos différents guichets de financement. Je vous ai parlé donc, des AGR de 100 000 à 1 million. Je vous ai parlé des micro et petites entreprises, les MPE. Dans le cas des maîtrises d'ouvrage déléguées, où ce sont les régions, puisque tout le monde est associé, ce sont les régions qui mettront ça en œuvre. Nous avons les projets structurants pour des financements qui ont aussi entre 5 millions et 50 millions. Donc c'est l'ensemble de ces dispositifs de financement à travers le ministère donc, de l'Industrie, avec donc, le GUD, le programme PIPIT, les financements mis en place par mon département ministériel, mais qui s'adressent à l'ensemble des jeunes, qu'ils soient de la culture, du sport, etc. Les financements dans le secteur agricole, c'est la mise en cohérence de tous ces financements que nous permettons donc de traiter les 150 000 jeunes sur l'ensemble du territoire national cette année. Le programme mentorat... Ce qui est une ambition sans précédent. Le programme mentorat des jeunes entrepreneurs. Oui, c'est... Comment cela va se faire? Et le programme incubation, dites-nous en plus. Vous savez que les 3 premières années pour des primo-entrepreneurs sont les 3 années les plus critiques. Beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent donc dans leurs projets se cassent facilement donc, la figure donc, les 3 premières années. Et pour réduire donc, ces casses, l'idée pour les primo-entrepreneurs, le gouvernement veut lancer le programme du mentorat. Permettre à des jeunes qui se lancent en entrepreneuriat non seulement d'être encadrés par Côte d'Ivoire PME en termes de formation, de suivi, et donc les aider à grandir, mais trouver donc, dans nos sociétés des personnes qui ont pignon sur rue, qui sont des entrepreneurs qui ont réussi, qui peuvent accepter donc, de mentorer 1 ou 2 jeunes qui sont de nouveaux entrepreneurs. C'est cela que vous appelez nos héros? Au nom de la solidarité intergénérationnelle. Donc le gouvernement va demander à tous ceux-là qui ont réussi d'accepter, en plus de ce que les structures étatiques feront, de prendre sur leur coupe donc des jeunes en les conseillant et en les aidant donc à grandir. Je voudrais que vous reveniez quand même sur un aspect qui me paraît important dans tout ce programme, c'est la féminisation des filières, ou bien la place que vous accordez à la jeune fille dans tout ce programme-là, en dehors des vélos que vous allez distribuer. Qu'est-ce que la jeune fille, de manière particulière, du fait de sa fragilité, nous avons célébré le 8 mars il n'y a pas longtemps, quelle est la place de la jeune fille dans ce programme?
Je peux déjà vous rassurer sur le fait que quand vous évaluez tous les programmes mis en œuvre depuis que le président Alassane Ouattara est aux affaires, au moins 40%, je dis bien au moins 40% des bénéficiaires de l'ensemble des programmes en faveur des jeunes le sont pour des jeunes filles. Et nous avons certains programmes pour lesquels on dépasse même les 60%. Et donc, ce cap sera maintenu. Lorsqu'on parle des jeunes, c'est aussi bien des jeunes garçons que des jeunes filles. Donc, le minimum de 40% de bénéficiaires de l'ensemble des programmes pour les jeunes filles sera maintenu. Ce qui est déjà fait depuis 10 ans, mais sera maintenu. Vous avez aussi le programme spécial de lutte contre la fragilité. Les fragilités dans le Nord, évaluées à 9,6 milliards. Quelle est la nature des activités que vous financez dans le cadre de ce programme-là? Alors, ce programme vient en réponse à la lutte contre certains fléaux de terrorisme, etc. Lorsque nous avons, sous l'autorité du chef de l'État et sous la conduite du Premier ministre, élaboré le programme social du gouvernement, l'innovation pour le PSGOV 2, c'est l'axe 1 qui touche donc les zones vulnérables, donc les 6 régions qui font frontière avec donc, les pays en proie donc, au terrorisme. Pour le président Alassane Ouattara, et en tirant leçon de ce qui s'est passé dans les autres pays, c'est de dire que la réponse militaire est indispensable pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Mais il faut aussi une réponse sociale. Et les pays qui n'ont pas suffisamment anticipé sur les réponses sociales se sont retrouvés donc dans des grandes difficultés. Parce que ces terroristes surfent souvent sur l'extrême vulnérabilité et l'absence de l'État dans certaines zones. Donc, dans ce cadre-là, vous avez un vaste programme donc, de désengorgement de ces régions, avec des investissements massifs dans le secteur des infrastructures routières, l'eau potable, électricité, réseau de téléphonie mobile, centre de santé, école. Et pour ce qui concerne notre ministère, nous avons conçu, proposé et validé par le Premier ministre un programme spécial pour mettre en activité des jeunes, que ce soit en termes de formation, en apprentissage, que ce soit en termes de subventions apportées pour leur permettre de faire donc des métiers, etc. Et pour l'année 2022, au 31 décembre, nous projetons 22 000 jeunes, 22 460 et quelques jeunes, mais nous avons dépassé donc sur l'objectif, nous sommes à plus de 23 000 jeunes qui ont été traités. Normalement, en cohérence avec le PSGOV, ce sont 14 000 jeunes qui devaient être traités cette année, en plus donc des 22 000 l'année dernière. Mais nous avons décidé, dans le cadre donc, du PSGOV et en cohérence avec la logique d'amplification, de traiter plus de 30 000 jeunes cette année, en plus des 22 000 qui ont été traités l'année dernière, donc dans ces 6 régions, dans le cadre de la lutte contre les fragilités. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons à présent suivre Régis Kofi. Régis Kofi, il va vous adresser les questions des téléspectateurs. Régis Kofi, si vous m'entendez, allez-y. Bonsoir à toutes et à tous. Les jeunes sont nombreux à nous suivre. Nous avons plusieurs préoccupations. Le ministre a répondu à certaines questions. Cependant, nous en avons d'autres. Monsieur Yossi Defolo nous appelle de Korogo. Sa question, quels sont les critères pour intégrer l'école de la deuxième chance? Le chef de l'État a parlé des fournisseurs, des jeunes à la tête des PME. Monsieur Konan à Adjamé nous fait remarquer que les mairies ne paient pas assez rapidement leurs fournisseurs. Monsieur Jimo Avavoa est un patron de PME. Il souhaiterait avoir un prêt à la banque. Que peut faire le ministère dans ce cas pour témoigner de sa crédibilité auprès des banques? Voilà sa question. Monsieur Mamadou est à Bédiala concernant les financements. Comment les jeunes en zone rurale doivent s'orienter? Et puis, après le BTS, c'est la croix et la bannière pour obtenir un stage. Nous fait remarquer monsieur Brunestor à Sassandra. Que fait justement le ministère pour inverser la tendance? Voilà, Hamza Diaby, c'est la première vague des questions. Régis Kofi. Écoutez, je vais essayer de répondre assez rapidement. Les critères pour intégrer l'école de la deuxième chance. Alors, je vous ai dit que l'école de la deuxième chance, c'est un ensemble de dispositifs. C'est l'apprentissage, ce sont les formations de reconversion, c'est les jeunes qui sont mis donc, dans les centres de service civique, qui bénéficient d'un encadrement de type militaire, mais surtout d'un apprentissage donc, à un métier. Il faut être jeune, en tout cas dans le cas du PSGOV, il faut être jeune, il faut être en situation donc, de vulnérabilité, de décrochage scolaire, le chef de l'État l'a dit, ou en difficulté donc, dans son parcours scolaire,
ou être sous les carreaux sans avoir donc d'opportunités, etc. Et donc, si vous êtes jeune Ivoirien, un jeune Ivoirien, et que vous êtes dans cette catégorie que je viens de définir, vous avez droit donc à accéder aux différents programmes qui constituent l'école de la deuxième chance. Les mairies ne paient pas assez rapidement les fournisseurs. En tout cas, l'orientation du chef de l'État, c'est qu'au niveau de la commande publique, les factures soient payées à moins de 30 jours. Le Premier ministre est en train de travailler avec le ministère du Budget et le ministère de l'Économie pour que cette instruction donc, du chef de l'État soit une réalité. Et je pense que les mairies ne vont pas échapper donc, à cette orientation donnée donc, par le chef de l'État. Le troisième intervenant, comment accéder donc, à des prêts auprès des banques? Effectivement, beaucoup de jeunes se plaignent des difficultés pour accéder donc, à des prêts auprès des banques. Le gouvernement a développé un instrument simple, qui est les fonds de garantie. Déjà, au niveau de notre ministère, nous avons un fonds de garantie aujourd'hui auprès de la BNI et de plusieurs banques commerciales. Et donc, tous ces projets qui seront lancés, je vous ai dit qu'il y a près de 16 000 jeunes qui, dès le 17, pourront accéder à des guichets de financement. C'est sur la base des fonds de garantie avec un effet levier. Parce que nous avons pu négocier à des taux préférentiels, etc. Mais vous avez aussi un instrument important qui est le GUD, le guichet unique de l'entreprise, avec au sein de ce guichet une structure donc, de garantie. Et cette structure, justement, son rôle sera donc d'assurer donc, auprès d'établissements financiers, etc., donc, une garantie qui permet donc, à ces établissements financiers de prêter à des jeunes ou permettre à des jeunes donc, de faire face à leurs défis en termes d'exécution de commandes publiques. Parce que des jeunes peuvent avoir donc, des marchés, mais peuvent avoir des difficultés pour avoir des ressources pour exécuter donc, ces marchés, etc. Donc cette structure au sein du GUD aura pour rôle justement, avec des ressources importantes, comme le chef de l'État l'a dit, de permettre à des jeunes porteurs de PME donc, d'accéder donc, à des financements dans des conditions beaucoup plus aisées. Comment... Je n'ai pas très bien compris la quatrième question. Comment orienter... C'est la question des stages après le BTS. Non, ça c'était la cinquième. La cinquième. Allons-y pour la cinquième. Je peux déjà commencer par la cinquième. Alors, c'est une vraie préoccupation. Pendant des décennies dans ce pays, des jeunes formés qui obtiennent leur BTS sont admissibles. Mais la condition pour avoir leur diplôme, c'est d'avoir un stage de validation donc, de leur BTS. Et beaucoup de jeunes n'arrivent pas à valider leur BTS par défaut de stage. Mais comme ils n'ont pas validé leur diplôme, c'est un handicap majeur dans les quêtes d'emploi puisqu'on leur demande un diplôme. Le gouvernement a lancé au mois d'octobre-novembre dernier le programme national de stage, d'apprentissage, et ça a été lancé par M. le Premier ministre Patrick Hachi. Ce programme est repris dans le PJ-Gouv. L'idée pour nous, c'est que les 12 000 jeunes qui sortent donc, du système de formation professionnelle, en tout cas, ils sont sortis en 2022 du système de formation professionnelle diplômé, et les 22 à 23 000 jeunes qui sont titulaires d'un BTS, au cours de la période, donc sur une année, nous puissions leur offrir donc, des opportunités de stage. Et pour ce faire, c'est essentiellement en partenariat avec le secteur privé. Donc vous avez vu que toutes les grandes entreprises présentes dans notre pays ont été mobilisées ce jour. Des conventions ont été signées et je peux vous dire qu'aujourd'hui, depuis le mois de janvier, les mises en stage donc, de ces jeunes donc, a commencé. La mise en stage a commencé et nous sommes aujourd'hui à près de 6 000 jeunes qui sont en stage aujourd'hui et nous allons aller donc, en puissance, monter en puissance. Mais l'idée en tout cas, c'est que tous ces jeunes qui ont un diplôme en année N, en année plus 1, puissent avoir donc, des stages de validation de leur diplôme ou des stages de perfectionnement. Alors, je ne sais pas s'il peut revenir sur la quatrième... Régis, si vous nous entendez... Je pense que c'est la question relative aux jeunes en milieu rural. Sur comment est-ce qu'ils accèdent... Régis Kofi? Oui, je vous reçois. Je vous reçois, oui. Donc, je pense que c'est la question de... La question de M. Gimot à Vavois. M. Gimot à Vavois, qui est patron d'une PME, il souhaiterait avoir un prêt à la banque
Que peut faire justement le ministère dans ce cas pour témoigner de sa crédibilité auprès des banques? Et puis également, nous avons la question de M. Mamadou qui est à Bédiala concernant les financements. Comment les jeunes rurales doivent s'orienter? Qui va voir, déjà tout de suite, il a la possibilité d'aller à la commune de Vavois, puisque nous avons des guichets emploi dans toutes les communes. Et il aura un conseiller en insertion professionnelle qui lui donnera donc les voies à suivre pour postuler sur la plateforme de l'Agence Emploi Jeunes et à travers les fonds de garantie qui ont été mis en place auprès de la BNI, le système banque commerciale, il peut donc avoir accès à des financements. Pour celui qui est à Bédiala, qui demande comment les jeunes en milieu rural peuvent accéder au financement, j'ai répondu tantôt. J'ai dit que notre stratégie s'appuie essentiellement sur les régions dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage déléguée. Et donc, si la Bédiala, c'est qui dépend donc du Haut-Sassandra, je peux me donner le montant. Sur les 31 milliards qui ont été déboursés ou qui ont commencé à être déboursés dès la fin de ce mois, dès fin mars, puisque toutes les régions ont ouvert leurs comptes et ont transféré les ressources, 2 milliards le seront pour la région du Haut-Sassandra. Donc, une équipe désignée par la région a été désignée, et donc ce jeune peut se rapprocher soit des services de l'Agence Emploi Jeunes, parce qu'à Bédiala, nous avons un guichet Emploi Jeunes, ou bien aller au service du conseil régional et soumettre donc tous les projets qu'il veut, et il doit être pris en compte si ces projets sont pertinents dans le cadre de ce programme. Personne n'a été oublié, que ce soit des jeunes dans les communes, donc en milieu urbain, que des jeunes qui sont en milieu rural. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons aborder la troisième partie dans quelques instants. Mais avant, dites-nous, c'est quoi l'accompagnement à la formation des acteurs du secteur informel? Oui, alors ça, c'est une responsabilité qui va incomber à Côte d'Ivoire PME. Le secteur informel aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, reste encore important. Nous avons près de 91,2% des travailleurs qui le sont encore dans le secteur informel, avec donc des activités, des entreprises qui sont dans le secteur informel. L'idée, c'est de réduire de façon considérable cette proportion de travailleurs ou d'entreprises au nom du secteur informel, mais en mettant en place des mécanismes pour aider ces entreprises à se formaliser. Très souvent, ceux qui le sont dans le secteur informel le sont pour fuir différentes taxes, impôts, etc. Le gouvernement, à travers la mise en œuvre sera faite par Côte d'Ivoire PME, a développé le statut de l'entrepreneur, qui permet, on a l'entrepreneur au niveau communal et on a l'entrepreneur au niveau étatique. Donc ce sont des taxes uniques qui vont de 2% à 5% selon la catégorie de l'entreprise et là où il se trouve, selon le chiffre d'affaires qui ne doit pas excéder 50 millions de francs CFA. Il y a une taxation unique. Et derrière, avec le ministère de la Protection sociale, des dispositions seront prises pour amener ces entreprises dans le secteur informel à déclarer leurs différents employés, puisque l'idée aussi, c'est que les gens puissent bénéficier d'une protection sociale qui puisse être déclarée. Voilà, donc ce dispositif sera mis en place par Côte d'Ivoire PME. Nous allons aider les entreprises dans l'informel à aller vers le formel, mais en réduisant déjà, vous avez vu, ou en plafonnant les taxes pour leur permettre, en tout cas des jeunes entrepreneurs, leur permettre de mener leurs activités sans être sous le poids des taxes dès les premières années. C'est cela. Il y a aussi le financement d'activités génératrices de revenus et micro et petites entreprises pour des milliers de jeunes. Vous allez financer également les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous allons partir pour le troisième chapitre de notre émission, le renforcement de l'engagement citoyen et l'amélioration des conditions d'épanouissement des jeunes. Pour la promotion de la participation des jeunes à la vie de la société, il y a un décret relatif au volontariat en vue de capitaliser les compétences acquises qui sera pris et la durée des missions de volontariat comme des acquis d'expérience professionnelle. L'amélioration des conditions de bien-être des jeunes est aussi à l'ordre du jour. On va suivre ce reportage. L'engagement des jeunes au service de l'intérêt général représente un axe majeur du programme jeunesse du gouvernement 2023-2025. Cet engagement constitue un vecteur de citoyenneté favorisant le vivre ensemble, la solidarité, l'acquisition du savoir-être et de nombreuses compétences. Dans le cadre de l'année 2023 décrétée année de la jeunesse par le président,
nous saluons la démarche du gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse qui a consisté à associer toutes les couches de la jeunesse ivoirienne à un processus de recensement des aspirations des jeunes, donc, qui a été dénommé Consultation nationale de la jeunesse, au sorti duquel les jeunes ont porté leurs aspirations. Et nous, en tant que fêtières des organisations de jeunesse, notre rôle est de faire en sorte que ces aspirations-là soient portées au plus haut plan, notamment au niveau du ministère de la Jeunesse et du gouvernement. Le renforcement de l'engagement citoyen qui vise à accompagner les jeunes Ivoiriens dans leur cheminement vers l'autonomie se décline en 4 actions principales. La promotion de la participation citoyenne des jeunes à la vie des sociétés, l'accompagnement au changement de mentalité des jeunes, l'institution des cadres pour favoriser un dialogue structuré entre générations et le renforcement du rôle des médias dans la promotion des valeurs communes. En plus du renforcement de l'engagement citoyen, le gouvernement entend offrir aux jeunes les conditions nécessaires à leur bien-être et à leur épanouissement en favorisant leur autonomie sociale et indépendance financière. À cet effet, 2 principales actions seront menées, à savoir l'amélioration de l'environnement des établissements du secteur éducation-formation et la création d'un environnement favorable à l'épanouissement des jeunes hors du milieu scolaire. Pour la première action, il s'agit de renforcer la lutte contre le décrochage scolaire, promouvoir les activités parascolaires, assainir l'environnement des établissements du secteur éducation-formation. Pour la deuxième, il s'agit de préserver la jeunesse des comportements à risque, faciliter l'accès des jeunes aux services de santé, améliorer le pouvoir d'achat des jeunes, accroître le nombre d'élèves et d'étudiants bénéficiaires de bourses d'études et de secours financiers, promouvoir et favoriser la pratique d'activités socio-éducatives, sportives, culturelles. Enfin, lutter contre les inégalités à l'égard de la jeune fille. Le coût global de l'ensemble de ce projet est estimé à environ 280 milliards de francs CFA pour la période 2023-2025. Monsieur le ministre, vous ouvrez des centres de services civiques pour apprendre aux jeunes leurs droits, leurs responsabilités aussi. Comment on arrive à faire ça à des jeunes? Comment on peut apprendre tout ça quand on est un peu désespéré, on manque d'emploi, on a le ventre vide? L'une des conséquences des crises que nous avons connues dans ce pays, surtout sur la période 2000 et 2010, c'est l'impact négatif que cela a eu sur une frange de notre jeunesse, en manque de repères. Aujourd'hui, il y a certains fléaux, on ne peut pas les nier. Beaucoup de jeunes aujourd'hui s'adonnent à la consommation de la drogue. Beaucoup de jeunes s'adonnent à la consommation de l'alcool. Beaucoup de jeunes sont en situation d'échec scolaire. On a eu donc il y a quelques années le phénomène d'enfants en conflit avec la loi. Aujourd'hui, avec les efforts du gouvernement, cela n'existe quasiment plus. Mais aujourd'hui, l'un des impacts, au-delà donc des aspects physiques visibles, de la crise qu'on a connue, c'est la perte de valeur donc, au niveau des jeunes. Donc le programme de service civique vient répondre à cette préoccupation. Les 3 années précédentes, c'est un peu plus de 2000 jeunes qui ont pu avoir donc l'opportunité d'intégrer les centres de service civique sur l'ensemble du territoire national. Nous avons 5 centres de service civique. Le gouvernement a décidé de passer à l'échelle. 2000, c'est beaucoup, mais 2000 en 3 ans, c'est très peu par rapport au volume de jeunes qui sont en situation d'être aidés. Le passage à l'échelle, c'est la construction de 14 centres de service civique sur l'ensemble du territoire national avec une capacité d'accueil de 1000 jeunes par an. Donc, on quitte sur, puisque vous demandez pourquoi l'année de la jeunesse, on quitte donc une dynamique qui a permis de traiter autour de 600 à 700 jeunes par an pour que dès cette année, dans nos villes, on puisse traiter 1000 jeunes par an dans nos différents districts. Ça fait que l'année prochaine, on aura 14 000 jeunes par an qui seront traités. Le centre de service civique de Boaké a été ouvert par le Premier ministre. Celui de Daloa sera opérationnel dès le mois de septembre-octobre. Celui d'Adzopé et de Korogo, les travaux seront lancés dès la fin de ce mois d'avril. L'idée pour nous, c'est qu'en cette année de la jeunesse, alors que nous avons planifié que la construction de 2 centres de services civiques en 2023, avec la mobilisation du gouvernement des ressources importantes, les 14 centres de services civiques, en tout cas pour
les 10 autres centres qui restent, les travaux seront lancés dès cette année pour que l'année prochaine, on ait les 14 centres de services opérationnels sur l'ensemble du territoire national. Et ce sera fait pour un coût de 15 milliards. Voilà, et ces centres vont accueillir des jeunes en difficulté, leur apprendre la discipline, parce que vous avez 2 mois de formation avec un encadrement de type militaire, l'apprentissage des métiers dans le secteur donc, de l'agriculture, de l'élevage, etc., la mise en scène de ces jeunes et surtout l'insertion de ces jeunes. Donc l'idée, c'est de prendre des jeunes en grande difficulté et au bout de 9 mois, en faire de vrais citoyens insérés. Et je peux vous dire que la présidente de l'Assemblée nationale de France, en marge de son séjour, a été visiter l'un de nos centres de service civique à Abdambresso, puisque la France contribue. Dans le cas du CDD3, c'est 13 milliards de francs CFA que la France apportera pour accompagner notre programme de service civique. Et le retour que j'ai, c'est sa grande satisfaction de voir ces jeunes qui étaient complètement perdus et qui, après leur passage dans nos centres de service civique, sont aujourd'hui des vrais citoyens consciencieux qui travaillent dans des entreprises, etc. On a eu aussi, je termine rapidement, les centres ont servi aussi à redresser des situations. Vous savez que l'année passée, on a eu la question des congés anticipés. Des jeunes qui, pendant plusieurs décennies, s'adonnent à des actes de violence à l'approche des congés, etc. Nous avons, au mois de décembre 2022, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, pu prendre certains jeunes qui ont été internés dans nos centres de service civique sur 2 semaines, qui ont subi donc, un encadrement à la discipline, etc. Mais l'effet immédiat donc, de cette initiative, c'est que toute l'année 2022, puisque c'était en décembre 2021, pardon, toute l'année 2022, on a eu 0 congé anticipé donc, dans notre... D'accord, c'est bien de caserner les jeunes dans des centres, leur apprendre le civisme et tout. Mais la jeunesse ivoirienne en face aujourd'hui, est-ce qu'elle a en face aujourd'hui un modèle qui l'inspire? Est-ce que vous avez le sentiment que l'autre génération donne l'exemple? Bien sûr, je pense que nous avons beaucoup d'exemples dans toutes les générations. Que ce soit les dévanciers, vous avez beaucoup de modèles, beaucoup de parcours inspirants pour les jeunes, ou au niveau des jeunes eux-mêmes. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est de faire la promotion des valeurs et non faire la promotion des anti-valeurs comme ça a été le cas pendant des décennies dans ce pays. Ce qu'il nous faut faire, et c'est ce que le gouvernement va faire, c'est la promotion des vraies valeurs. Et ça va se faire dans le cadre du dialogue intergénérationnel? On projette des dialogues intergénérationnels. On projette donc un concept d'ambassadeur pour la jeunesse, donc en allant chercher des personnalités qui peuvent influer positivement sur la vie donc, des jeunes et leur parler, etc. Aussi des rendez-vous avec la jeunesse. Oui, mais aussi faire la promotion de ces jeunes. Parce que l'une des choses non visibles, mais c'est la transformation radicale que le président Ouattara a opérée au niveau des jeunes ces 10 dernières années. Regardez ce qu'a été la jeunesse entre 2000 et 2010. Et regardez ce qu'est la jeunesse aujourd'hui. À la tête de toutes ces organisations de jeunesse aujourd'hui, vous avez des jeunes responsables. Nous avons mis un point d'honneur sur le renouvellement de toutes les organisations de jeunesse à travers des processus inclusifs, démocratiques, pour que des jeunes qui ont de la valeur puissent être à la tête des organisations de jeunesse. Et nous allons continuer donc à les accompagner. Et leur budget de fonctionnement va d'ailleurs augmenter. Oui, alors j'ai une très bonne nouvelle pour eux. Vous savez que nous avons mis en place un fonds, un appui, et c'était une première, c'est sur le président Ouattara. Parce que c'est bien beau de dire que les jeunes sont les meilleurs, on aime les jeunes, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Dès 2018, le président Ouattara a autorisé la mise en place de subventions aux organisations de jeunesse qui sont affiliées au ministère de la promotion de la jeunesse. Donc le Conseil national des jeunes a une subvention annuelle donc, 100 millions? Non, de 70 millions. 70? Ils vont passer à 100 millions de francs CFA. Les autres fédérations de jeunesse, les scouts, la jeunesse communale, la jeunesse rurale, les jeunes entrepreneurs ont des subventions de 10 millions par an et le Premier ministre m'autorise à dire sur ce plateau aujourd'hui et en cohérence avec le PGGOU que ces montants seront doublés cette année 2020. Alors, la bonne utilisation de ces ressources est importante parce qu'il ne s'agit pas simplement de donner des ressources à des jeunes. On a mis en place un mécanisme pour les aider à grandir. Le deal qu'on a eu avec eux, c'est de dire, écoutez, vous avez des subventions, mais pour avoir la subvention en année N+1, vous devez justifier de la bonne utilisation des subventions que vous avez reçues. Et puis, je peux vous dire qu'à cet exercice, il y a des organisations de jeunesse qui n'ont pas pu avoir de subvention l'année qui suivait. Parce qu'il faut d'abord avoir un cadre démocratique au sein de votre organisation, respecter vos textes, faire vos réunions et congrès âgés quand il faut,
justifier les activités, justifier avec les factures, les dépenses qui sont effectuées. Et c'est à cette condition qu'en année plus 1, vous avez donc une subvention. Donc nous allons doubler cette subvention donc, pour ces jeunes. Et je me réjouis que la plupart des ressources de jeunesse aient pu bénéficier donc, de ces subventions, aient pu, pour certains, ont pu prendre des sièges pour fonctionner. Et lors des consultations, beaucoup d'autres organisations de jeunesse ont demandé l'accompagnement de l'État pour leurs initiatives. Beaucoup de jeunes prennent des initiatives dans ce pays. Beaucoup, dans tous les secteurs d'activité, nous allons les accompagner. Monsieur le ministre, ce que vous dites est tellement bien, c'est bien encadré, bien structuré, qu'on se demande pourquoi il y a encore des candidats au départ, malgré tout ça. Oui. Et ironie du sort, le principal point de départ, c'est chez vous. Non, ce n'est pas vrai. À Daloa. Mais ce n'est pas vrai. Je suis venu ici. Daloa est une référence. Oui, mais parce que, excusez-moi, mais Daloa est victime d'intoxication. Donc, Daloa n'est pas une référence en matière de départ à l'immigration. Non, il y a des départs de Daloa. Attendez, donnez-moi juste quelques minutes. Consultez. Je suis venu ici avec le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. Et c'est le rapport qui parle exactement de la Côte d'Ivoire. Le rapport date de 2017. 60% de ceux qui partent d'Abidjan. Daloa vient en seconde position avec 6%. C'est quand même déjà quelque chose. Je suis d'accord. Après Bouaké. Et on a d'autres villes. D'accord. Bon, non, je tiens à le dire parce que je suis souvent interpellé. Alors que tout va... C'est de corriger pour dire que Daloa n'est pas la principale ville de départ. Mais je peux dire que Daloa abrite des réseaux de passeurs. Parce que ces villes, ce n'est pas forcément des jeunes de ces villes qui s'en vont. Certainement, il y a des jeunes qui s'en vont. Mais c'est des réseaux mafieux de passeurs, que ce soit à Abidjan ou dans des villes intérieures qui organisent donc ces départs. Et quand vous regardez les raisons pour lesquelles ces jeunes s'en vont, il y en a qui vont pour des raisons économiques. Il y en a qui vont pour des raisons d'ordre familial. Mais sur les raisons d'ordre économique, excusez-moi d'être franc avec vous. Ce rapport fait ressortir que beaucoup de jeunes qui s'en vont, avant leur départ, ont un revenu moyen de 100 000 francs CFA par mois. Ce rapport fait ressortir que sur le chemin du départ, ces jeunes dépensent entre 500 000 francs CFA, souvent jusqu'à 10 000 euros, c'est-à-dire 6 millions de francs CFA. Voilà un jeune qui, avec 800 000 francs sur ce plateau, il a témoigné. Avec 800 000 francs CFA, il a pu mener une activité qui lui permet donc de s'en sortir. Donc, on ne peut pas trouver d'excuses. Aujourd'hui, les jeunes ont des opportunités dans leur pays. Il faut juste être patient. Il faut juste apprendre à grandir petit à petit. Mais il y en a beaucoup qui sont là, mais qui se suicident aussi, monsieur le ministre. On le constate. Hein. Bon, beaucoup, c'est trop dire, mais un suicide est un suicide et c'est toujours dramatique. Oui. C'est pour ça que le programme met un accent sur le bien-être de ces jeunes. Mais c'est de créer des espaces qui permettent à ces jeunes de s'épanouir. Et je peux vous dire que dans le cadre donc, du PGGouv, en lien avec le ministère donc, des Sports, un programme pour créer des agoras. Vous avez eu l'agora donc, de Koumassi, mais il y a 10 agoras qui seront construits cette année. 5 à Abidjan et 5 à l'intérieur du pays. Et ces agoras, ce seront des lieux où ces jeunes peuvent faire du sport, ces jeunes peuvent faire des activités culturelles, peuvent se former en entrepreneuriat, etc. Donc l'idée pour nous, avec le ministère des Sports et le ministère donc, des Loisirs, c'est de développer, comme le chef d'État l'a dit, des programmes sur l'ensemble du territoire national pour permettre à des jeunes donc, de s'épanouir. Monsieur le ministre, et puis bien évidemment... le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme. Nous allons donc conclure, mais très rapidement, en 20 secondes, il y a un élément majeur que les Ivoiriens, que les jeunes ont pu vous demander lors de ces consultations nationales, ils ont souhaité une lutte plus accrue contre la corruption. Malheureusement, ça ne fait pas partie du document du PGGouv. Pourquoi? Alors, ils ont demandé l'égalité de chance parce que les jeunes disent qu'ils veulent avoir un accès équitable aux différents services donc, de l'État. Ils ne veulent pas être discriminés du fait de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, etc. Nous mettons un point d'honneur sur l'égalité des chances. Nous mettons un point d'honneur sur la transparence. Je me soumets volontiers à cet exercice pour dire que c'est une première dans notre pays que des jeunes bénéficiaires de nos programmes font l'objet d'une publication publique. Vous allez sur le site de l'Agence Emploi Jeunes, vous tapez nos bénéficiaires. Sur l'ensemble du territoire national, on a la liste de tous les jeunes qui bénéficient donc de ces programmes. On l'a fait pour tous les programmes antérieurs.
nous allons continuer avec tous les programmes qui vont se mettre en place. Et nous les invitons aussi, puisque Diabaté, qui est le président du Conseil national des jeunes, m'a dit qu'il veut prendre une initiative. En dehors du cadre de contrôle donc, mis en place par le gouvernement, les jeunes eux-mêmes veulent s'organiser pour mettre en place un mécanisme de suivi, pour s'assurer que tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement ont été respectés, et je les y encourage. Merci. Monsieur le ministre, merci beaucoup. On va donc retenir que le PJGouv, c'est un programme co-construit avec... Alors, sur la corruption, je vais terminer pour dire que le constat aussi, non seulement on va le faire, mais contrairement aux idées répandues, la Côte d'Ivoire est beaucoup moins corrompue aujourd'hui. Transparency internationale... On perd quand même près de 1500 milliards. Non, mais, oui, mais c'est pour ça que c'est une lutte permanente. La Côte d'Ivoire était en 2010 146e. La Côte d'Ivoire était en 2011 154e. Suivez mon regard, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est 99e. Donc c'est faux de dire que la corruption s'est accentuée en Côte d'Ivoire. Merci. Tous les organismes internationaux, Mo Ibrahim, Transparency International disent que la gouvernance en Côte d'Ivoire s'est nettement améliorée et nous allons continuer à améliorer donc cette gouvernance pour le bonheur de cette jeunesse ivoirienne. Merci, Monsieur le ministre. C'est donc un programme co-construit, je le disais, avec les jeunes à travers des consultations nationales. Ce sont 3 axes d'intervention avec de nombreuses réformes et initiatives avec pour but d'accompagner, Monsieur le ministre l'a dit, 1 500 000 jeunes à l'insertion d'ici à 2025. Plus d'une quinzaine de ministères ont contribué à son élaboration. L'élaboration de ce programme triennal 2023-2025 sous la houlette donc du Premier ministre qui préside, lui, le comité interministériel des politiques jeunesse. Un programme qui, s'il est mis entièrement en œuvre, fera beaucoup de bien à notre jeunesse, donc à la Côte d'Ivoire même. L'État, en tout cas, promet de ne pas lésiner sur les moyens. Le gouvernement casse la tirelire. 361 milliards seront décaissés cette année, donc 99 pour la construction d'infrastructures et 1118 milliards de francs CFA seront mobilisés jusqu'en 2025. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous proposer ce numéro de RTI 1 reçoit et à bientôt sur la chaîne Kérassin.